de présider la deuxième séance de ce colloque qui s'intitule « Après l'espace national, l'espace familial ». Et la première communication de cette séance, elle nous sera donnée par Louis-Daniel Godin, qui est un stagiaire postdoctoral au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, sous la supervision d'Élisabeth Naroux-Lafarge. Privilégiant une approche psychanalytique dans ses recherches, il a soutenu l'an dernier une thèse portant sur la paternité et les fonctions du nom propre au sein d'œuvres littéraires québécoises contemporaines, celles d'Hervé Bouchard et de Michaël Delisle. C'était d'ailleurs une très belle soutenance. C'est vrai. Il collabore régulièrement au cahier critique de la revue Liberté et il a publié divers articles au sein de revues telles que Voix et Images, Capture et Fiction. Sa communication aujourd'hui s'intitule La maison mère d'Alexandre Soublière ou le désir de rebrander le Québec. Alors, la parole est à toi, Bon, ben, à l'automne 2018 est paru dans la collection Liberté Grande de Boréal cet ouvrage d'Alexandre Soublière, La maison mère, sous-titré Mémoire d'un Canadien français. C'est trop beau pour être vrai dans la mesure où il y avait là, finalement, en fait, la mesure où l'organisation de cette journée était enclenchée, je suis tombé devant un cas le plus contemporain, finalement, de personnification du Québec dans la fiction et dans la théorie, parce que c'est à la fois un ouvrage de fiction puis un essai. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter de façon, somme toute, assez critique cet ouvrage de Soublière. Je vais vous présenter ce cas particulier et finalement les différents enjeux qui se soulèvent en tentant de répondre à deux questions. D'abord, peut-on changer le Québec en changeant son nom? C'est ce que propose Soublière. Et finalement, quelle logique soutient la métaphore de la maison mère qui traverse cet ouvrage? Je vous présente brièvement l'auteur de ce livre, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Alexandre Soublière est avant tout romancier. Au moment de publier La maison mère, il vient de passer 3 ans à Vancouver, où il a occupé un poste de publicitaire. Fils d'une franco-ontarienne et d'un beauceron, il a passé sa vie au Québec en rêvant des États-Unis. On perçoit déjà un peu dans son parcours une certaine hybridité qui est aussi l'affaire de son livre. La maison mère est à la fois essai, fiction, mémoire et récit. Tu pourrais même ajouter un peu d'action. C'est ce que le personnage de Sam dit au personnage d'Alexandre Soublière au début du livre, lorsque ce dernier lui parle de l'essai en train de s'écrire, celui qu'on a entre les mains. Quelques pages plus loin, Soublière met en scène son retour à Montréal où il rencontre, dans un café, Gérard Bouchard et Carl Bergeron dans le but de discuter du Québec. Une panne d'électricité plonge soudainement la ville et sans doute la terre entière dans le noir. Le texte devient gore et violent. Bergeron reçoit d'un inconnu un pic à glace en plein cœur et Bouchard casse le cou du meurtrier avant de s'écrouler à son tour. On se dit d'abord que Soublière répond à la proposition de Sam d'ajouter un peu d'action, mais aussi qu'il s'agit pour lui de tuer symboliquement les auteurs sérieux de Boréal, afin finalement d'avoir le champ libre pour avancer dans l'écriture de son essai à lui, qui emprunte les codes de la culture populaire. Bref, Soublière quitte le café et se réfugie avec des amis dans un appartement qu'il appelle la maison mère, dont il doit assurer une protection armée, comme s'il s'agissait de sa nation. Les passages essaystiques où Soublière parle d'identité, de nation, de politique, de littérature sont ainsi intercalés de passages où il met en scène l'écriture de l'essai, d'autres où il décrit sa vie dans ce Montréal post-apocalyptique, et d'autres où il se remémore son passé et ses histoires amoureuses. Il y a donc 3 registres d'écriture différents qui s'enchevêtrent et se relancent sans prévenir. Encore quelques mots sur la démarche de Soublière. L'auteur se conçoit comme un observateur neutre, ni de gauche, ni de droite, ni fédéraliste, ni souverainiste, qui n'aurait pas les responsabilités et les contraintes d'un politicien ou d'un sociologue. Je cite, « J'observe ce qui m'entoure, j'émets des hypothèses, je propose des pistes et c'est au lecteur de voir ce qu'ils veulent en faire. » Il dit vouloir engager une conversation sur l'identité québécoise. On pourrait dire qu'il a remporté son pari. Le livre fait parler de lui à la télé, dans les journaux, à la radio. Et il fait parler de lui en raison d'une proposition pour le moins audacieuse dont je dois maintenant parler, celle d'inviter les Québécois à revenir à l'appellation canadien-français. Je cite, en fait, ce qu'il propose, c'est un rebranding de l'identité québécoise qui commencerait par son nom.
Pour Soublière, donc, le mot Québec en lui-même est une marque démodée qui n'a pas rempli sa fonction. En passant de Canadien-Français à Québécois, il s'agissait, dans une perspective politique d'émancipation nationale, je les cite, de creuser tranquillement le fossé sémantique et identitaire qui nous sépare du Canada pour qu'il devienne plus facile sur le plan psychologique d'en sortir un jour. Or, ce jour n'est pas venu et le nom Québec a été entaché par ce que Soublière appelle des années de propagande péquiste. Si le terme québécois se veut plus inclusif en théorie, car il désigne tous les habitants d'un territoire et pas seulement les francophones, Soublière avance qu'en pratique, les anglophones et les fédéralistes répugnent de toute façon à s'y identifier. Réadopter le terme canadien-français permettrait, selon lui, de marquer une appartenance plus forte au territoire et aux traditions. Ce nom autoriserait les Québécois à reprendre leur place dans leur pays. La proposition de Soublière, vous en doutez peut-être, soulève très peu d'enthousiasme chez les critiques. Je dirais même chez les critiques qui défendent l'intérêt du livre de Soublière. Petite parenthèse, j'ai pensé en le lisant au rebranding de Radio-Canada qui, en 2013, adoptait le nom Ici avant de reculer et de faire de ce nom-là un appendice à toutes ses plateformes. Ici apparaît pourtant comme un nom que tout le monde peut s'approprier, puisqu'on est toujours ici quelque part. On reprochait toutefois à ce nom d'exclure les communautés francophones hors Québec. On comprenait ici au Québec. C'est une des raisons pour lesquelles on a reculé. Ce ratage relatif disait quelque chose du nom propre en lui-même, de sa verticalité, de son inscription dans l'espace et dans le temps. On voit mal en effet, et là c'est moi qui parle, comment l'option de Soublière peut constituer une solution viable, dans la mesure où le terme canadien-français est aussi chargé d'un poids historique qui comporte pour plusieurs une connotation négative. Soublière a beau dire qu'il faut alors enrober le mythe avec toute la beauté qui soit, ou insister sur son côté positif pour bien le vendre, il me semble qu'il n'arrive pas à dénouer de manière convaincante cette impasse, notamment parce qu'il évite de définir le nous que le terme doit recouvrir. Bon, il dit bien en ouverture de l'essai que ce nous est inclusif, qu'il recouvre toutes celles et tous ceux qui veulent s'y reconnaître. Il me semble qu'il y a là, en fait, qu'il s'agit pour lui de tracer une ligne entre les Québécois francophones et les autres, mais sans assumer le geste. Une chose est claire, toutefois, et c'est cet aspect-là plutôt qui va m'intéresser, c'est qu'on devine bien qui doit enrober le mythe, qui doit bien vendre cette marque. C'est finalement les artistes qui, dans l'équation Soublière, ont un rôle de publicitaire à tenir pour assurer le vivre ensemble. En ce sens, la phrase clé du livre de Soublière est, à mon avis, cette citation de Joseph Campbell. C'est donc « Si vous voulez changer le monde, changez la métaphore. » Autrement dit, si vous voulez changer le monde, changez les représentations du sujet dans le monde. J'ai pensé à la thèse de Chantal Mouffe dans Agonistique, qui soutient que la fiction peut mobiliser les affects des sujets et permettre de nouvelles identifications qui transforment le politique. Dans le sens de radicaliser la démocratie, dans le meilleur des cas, c'est ce que préconise Mouffe, ou dans le sens de radicaliser le néolibéralisme quand cette tactique, disons, est assumée par la droite. Bon, pour dire assez vite. Ce regard sur la fiction comme outil politique recoupe la proposition de Soublière, qui accorde beaucoup d'importance au populisme de Donald Trump, dont il parle beaucoup dans l'ouvrage. Bon, il accorde une valeur à ce populisme-là, mais sans appuyer les politiques de Trump. Soublière présente à raison Trump comme une fiction qui dure depuis des mois. Si j'oppose Mouffe à Soublière, c'est qu'ils me permettent de distinguer deux interprétations de la phrase de Campbell. Changer la métaphore, pour Mouffe, c'est, par la fiction, permettre de nouvelles identifications qui transforment le sujet collectif. Pour Soublière, c'est changer le nom du collectif. La fiction vient après pour faire avaler la pilule, si on veut. Il faudra aux artistes enrober le mythe, bien le vendre. Il faut forcer l'identification, c'est d'ailleurs ce que fait l'industrie publicitaire. Soublière regrette les représentations artistiques qui ont façonné l'imaginaire québécois. Il y a toute une opposition entre le Québec et les États-Unis dans l'ouvrage dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais qui va dans le sens de glorifier les mythes nationaux auxquels la population états-unienne peut se raccrocher. Pour ce qui est du Québec, le portrait n'est pas aussi reluisant pour Soublière, qui prend l'exemple de Dédé Fortin, présenté comme le porte-parole d'un petit peuple. Je cite.
Aurait-il eu à pleurer devant les caméras le soir du 30 octobre 1995 s'il avait rempli nos radios d'hymnes nous appelant à nous voir comme un grand peuple au lieu de nous raconter les histoires de ses amis sur le chômage? Si des productions artistiques ont été érigées au rang de mythes nationaux, c'est bien parce qu'elles révèlent des tensions qui travaillent la collectivité. Or, pour Soubière, il ne s'agit pas de voir ce que l'art nous dit de nous, mais de demander aux artistes de transformer ce nous et finalement de nous transformer. Comme si les artistes ne faisaient pas eux-mêmes partie du peuple, comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes pris de désirs contradictoires. Il me semble qu'on a là une des limites de la comparaison entre identité nationale et branding, entre un nom que l'on porte et une marque que l'on crée. Car au fond, qu'est-ce qu'un nom? À l'échelle du sujet, un nom propre est un signifiant dont on accepte d'être le signifié. Un signifiant que l'on n'a pas choisi parce qu'il vient d'autrui, un mot qui nous a été attribué avant notre naissance et qui marque notre insertion dans la loi du langage. J'aime bien schématiser ainsi, je vais être assez pédagogique, mais j'aime bien schématiser ainsi la nature du nom propre. Disons qu'un premier versant du nom propre, le prénom, a été choisi par d'autres sujets, nos parents, tandis que l'autre versant, le patronyme, a été transmis par eux, mais les dépasse aussi, en ceci qu'ils ne l'ont pas choisi eux non plus comme la langue qu'ils parlent. L'identité nationale, je dirais, fonctionne un peu de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part d'elle qui dépasse les sujets en jeu. Il serait trop simple de dire que Soubière veut choisir son nom et refuse les termes de la loi. Il a plutôt l'impression que des politiciens et des intellectuels ont performé un tel refus en forçant l'adoption du nom québécois. Ils nous ont renommés dans le but de suivre leurs intérêts politiques pour finalement nous transmettre un signifiant vide qui nous raccrocherait à aucun passé. Adopter le nom canadien-français reviendrait, selon lui, à rétablir l'ordre des choses, à réinscrire les francophones dans leur histoire et sur un territoire pour les sortir d'une impasse dont souffre manifestement le narrateur du livre. Dans un long dialogue, Soubière personnage énonce cette plainte à son ami Bruno. « Quand j'y pense, je suis en tabarnak. C'est tellement drainant de jamais, de toute sa vie, savoir qui on est parce qu'il y a des hosties partout qui jouent avec notre identité pour faire de la petite politique. C'est pas juste de la fatigue culturelle, c'est de la fatigue d'être. Tout l'essai veut résoudre cette fatigue d'être. Retrouver le nom qui soutiendrait adéquatement les Québécois francophones dans l'ordre symbolique, un nom auquel ils pourraient s'identifier. Le fantasme, c'est de façonner l'identité nationale comme on élabore une identité de marque. Du point de vue d'un publicitaire, le projet semble réalisable, mais l'est-il vraiment? Je vais faire une capsule accélérée et simplifiée de mathématiques lacaniennes afin de donner une formule pour penser la question d'identité nationale. Disons que c'est une formule qui s'inscrit dans une suite de formules avec lesquelles Lacan pense le lien social, mais bon, j'en utilise seulement une et je l'ai tronquée, donc voilà, c'est vraiment un truc un peu simplifié. Lacan parle de trait unaire ou de signifiant maître pour désigner le point de départ de l'inscription du sujet dans l'ordre symbolique, qui est l'ordre du désir et du langage. Ce point de départ est ici chiffré S1. Je le dirais comme ça, j'ai occupé une place particulière dans le désir de l'autre parental qui m'a nommé. Autrement dit, ce que j'ai signifié pour l'autre m'a fait entrer dans l'ordre des signifiants. Cette inscription, S1, doit être comprise comme une trace dans laquelle je me reconnais, mais que je ne peux ni voir ni toucher, une trace qui m'a permis d'entrer dans une série. Pour revenir à la formule, donc, on a le sujet qui est barré, parce que le sujet est toujours divisé par son désir, qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Ce qui donne consistance à l'identité du sujet, ce sont les signifiants en S2, ici, qui vont s'arrimer à ce premier signifiant maître, lui, intangible. Donc, de ce signifiant maître, là, ce trait unaire, oups, je suis allé trop loin, non, ça va. On peut dire ceci. Il n'est pas scriptible, nommable, il n'est pas dans le registre de la signification. On ne sait pas ce qu'on a représenté pour l'autre, ça opère en nous et ça nous oriente. Dans son essai « Le sujet qui fâche », Slavoj Žižek réfléchit à cette formule à l'échelle de l'identité nationale. Et son propos est particulièrement éclairant. À propos de ce signifiant maître, il écrit
Il s'agit d'un nombre impossible dont la valeur ne peut jamais recevoir de détermination positive, mais qui néanmoins fonctionne. Disons que dans un discours politique, le signifiant maître, notre nation, est cette espèce de signifiant vide qui tient lieu de l'impossible plénitude de la signification. Sa signification est imaginaire au sens où il est impossible de donner une détermination positive à son contenu. Quand on demande à un membre de la nation de définir en quoi consiste l'identité de cette nation, il finira toujours par répondre « je ne saurais le dire, ça doit se sentir, c'est ça le vrai sens de nos vies ». Pour Soublière, cette difficulté à circonscrire l'identité nationale n'est pas universelle, elle est spécifiquement québécoise. Il semble penser que les États-Unis, par exemple, n'ont pas ce problème. Les Québécois ne se reconnaissent pas dans autre chose que leur langue, selon lui. Bon, je vous le cite, vous remarquerez pourquoi je m'amuse à mettre finalement côte à côte ces deux extraits-là. Donc, c'est dans La Maison Mère. Prenez un Québécois au hasard et demandez-lui de décrire les aspects spécifiques de son identité qui le distingue du reste de l'Amérique du Nord ou de la planète, sans avoir le droit de nommer la langue. Je serais prêt à parier qu'il ne saura pas quoi dire. Et c'est un problème. Si nous avions consacré plus de temps et d'efforts à apprendre notre histoire afin de bien entretenir nos racines, si nous avions épousé la vision d'un Champlain et l'américanité de nos amis autochtones, nous comprendrions que le français est un outil plutôt qu'un moteur et nous aurions moins peur de le perdre. Donc, qu'on soit d'accord ou non avec le problème que soulève Soublière, il me semble que le désir de donner une détermination positive à ce signifiant maître constitue l'impasse de son projet. Si on peut bien sûr se renommer, je vais être encore une fois très pédagogique, on ne peut pas réinventer le nom depuis lequel on a été parlé. S'il y a une chose à retenir finalement de mes petits schémas, c'est cette phrase-là. Autour d'un verre avec mon amie Céline, qui est ici présente, qui confrontait mon point de vue, c'est à mon tour de me mettre en scène comme Soublière, j'en suis venu à concéder ou à tout le moins faire l'hypothèse qu'une nation pourrait peut-être, sur un horizon de 50 ou 100 ans, apprécier les bénéfices ou les transformations politiques d'une renomination qui irait dans le sens de renouer avec un héritage symbolique. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de souligner que cette impasse dont cherche à se sortir le narrateur de La Maison Mère, elle se présente avant tout comme immédiate et personnelle. Il y a là une aporie finalement qui ne lui est pas complètement étrangère et qui expliquerait pourquoi il est toujours en train de reculer dans son essai en avouant qu'il s'est peut-être trompé. On trouve dans l'extrait suivant un tel aveu de défaite, je me permets de le citer longuement. Je ne sais pas si je vais poursuivre l'écriture de mon essai. Pour qui? Pourquoi? Pour les humains du futur? Pour ma famille proche? À voir. Au début, ce que je voulais faire, c'était un manifeste. Je voulais arrêter d'étouffer. Je voulais qu'on se retrouve tous ensemble. Je voulais nous donner une chance de recommencer avec de nouveaux mots sur de nouvelles bases, plus solides cette fois. Je me suis dit que si on assumait qui on est vraiment, sans dire de conneries, on verrait peut-être plus clair. Mais toute recherche de vérité amène davantage d'embrouilles. J'aurais voulu me sentir moins orphelin, moins orphelin de nation, moins orphelin politique, moins orphelin d'amour. Il est presque impossible de mettre le doigt sur une identité puisqu'elle est en constante évolution. Pour la décrire avec une exactitude absolue, il faudra avoir aussi la capacité d'arrêter le temps. L'identité canadienne-française n'est pas seulement orpheline, elle fait l'objet d'un essai perpétuellement inachevé. Si la recherche de vérité consiste à cerner un trou, une trace, une inscription, l'essai promet effectivement d'être perpétuellement inachevé. La littérature s'inscrit dans cet écart. Je crois que la personnification du Québec que l'on rencontre dans la fiction et dans la théorie répond peut-être à ce désir de donner forme à ce que l'identité nationale a d'informe. Il me reste donc à parler de ce ressort d'écriture dans le livre de Soublière. Au fond, la question que je vais vous poser maintenant, c'est de quoi la maison mère est-elle le nom? Une maison mère, c'est le siège principal d'une entreprise. C'est une filiale qui détient plus de 50% des actions d'une société. On pourrait dire que le Québec est la maison mère de la francophonie au Canada. C'est peut-être ce que Soublière avait en tête. Dans le livre, la maison mère est plutôt le nom d'un appartement rempli de souvenirs où Soublière se retrouve avec ses amis. Au gré des déménagements, l'appartement change de lieu, mais pas de nom. Maison mère, la maison mère, c'est cet endroit où il se retrouve avec sa petite communauté choisie. Étant donné le danger qui consiste à rester à Montréal lorsque la panne d'électricité éclate, je vous rappelle qu'on est dans un monde post-apocalyptique, Soublière se réfugie avec ses amis en campagne, dans son chalet familial, qui est aussi la maison d'enfance de sa mère et qui devient la nouvelle maison mère.
Il y retrouve sa famille qui l'attendait et les retrouvailles sont décrites comme un événement de plénitude salvatrice, rappelant un peu l'enthousiasme évoqué par Žižek dans le passage plus tôt, décrivant le sujet qui se reconnaît dans sa nation. Donc je cite Bordua a couru vers nous et sa queue battait de joie, mais c'est quand j'ai vu ma mère, mon père et mon frère en contre-jour devant le coucher de soleil que je me suis mise à pleurer de bonheur, d'épuisement, de beauté. Bon, le bonheur est de courte durée car il est difficile de se suffire dans ce monde reculé, sans technologie. Soubière exprime par exemple sa nostalgie des Big Mac, petit rappel de son américanité, mais plus significativement, sa mère attrape une pneumonie qu'elle ne peut pas guérir parce qu'ils n'ont pas accès à des antibiotiques. Dans la maison mère, la mère meurt, ce qui était obliquement annoncé quelques pages plus tôt, suivant la logique de relance que j'évoquais au début de mon exposé. En effet, plus tôt, Soubière discute avec son ami Sam du film « J'ai tué ma mère », parfait produit de son temps, selon Sam, qui ajoute « La popularité de Dolan, il la doit à son titre « J'ai tué ma mère », sorte de référence freudienne au Québec. Les Canadiens français sont un peuple orphelin. Le rapport avec la mère est important parce qu'elle nous a abandonnés. Il a fallu la tuer, il faut continuer de le faire pour comprendre qui on est vraiment. Peu importe de quoi parle le film, l'important c'est la corde sensible que touche le titre. Bon, à quoi Soubière répond « Il faut tuer son père pour pouvoir devenir un homme, mais peut-être qu'il faut tuer sa mère pour se donner naissance. » Bon, il y en a ici un lieu commun là, dont je parlais tout à l'heure, les études littéraires et cinématographiques québécoises dont j'ai souvent parlé. Bon, notamment, c'est-à-dire qu'on comprend le Québec comme un enfant qui n'est jamais advenu, qui n'est jamais devenu un adulte, une nation naissante, mal installée dans l'ordre symbolique parce qu'elle n'aurait pas réglé son Oedipe. On explique le succès de ces textes en évoquant, en théorisant ce que Sam appelle une corde sensible. Bon, je dirais seulement pour aujourd'hui, je l'ai évoqué tout à l'heure, que ce geste interprétatif, qui n'est pas à rejeter drastiquement, présente tout de même beaucoup de limites. Cela dit, c'est la première fois que je rencontre cette interprétation sous cette forme-là, incapable de dire si elle est véritablement prise au sérieux par l'essayiste ou non. On a là l'effet le plus significatif des changements de registre de l'ouvrage. On en vient à ne plus faire la distinction entre une parole qui serait assumée par Soubière essayiste, à partir de laquelle on pourrait débattre finalement, et une parole de Soubière personnage dont l'essayiste pourra toujours se mettre à distance. On peut tout de même remarquer que le texte se clôt sans ironie sur la mort de la mère, suivant le désir en question de se donner naissance. Bon, à la toute fin, la famille, bon, ils mettent le cercueil de la mère sur un radeau en feu et Soubière se confie. La province et peut-être la planète n'existent plus telle qu'on la connaissait, mais j'ai encore une partie de ma famille et de mes amis. Il regarde le cercueil voler sur le lac et entame sa comptine fétiche, celle dont il est dit plutôt qu'elle est la chanson des Canadiens français qui s'ennuient de leur patrie. C'est à la Clairefontaine que je me garderai bien de chanter Je conclus donc avec une question ouverte par ce texte, une question qui m'occupe et qui prévoit m'occuper aussi dans mes prochains travaux. Est-ce que la famille est encore aujourd'hui le cadre d'intelligibilité du politique dans la littérature québécoise contemporaine? Mon hypothèse première était moins qu'avant. C'est-à-dire que le monde social n'assure plus systématiquement une distribution patriarcale du pouvoir organisé d'avance, où le père de famille se fait le relais du pouvoir politique, légal, religieux, national. Ce décentrement salutaire change évidemment la grammaire sociale. Les pôles d'identification sont plus nombreux et la culture dans laquelle le sujet évolue n'est plus seulement celle qui lui est transmise par la famille ou la patrie. La nation n'est plus le même vecteur d'identité qu'avant. Je cite Soubière à ce propos. Pour lui, c'est un problème. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, et cela n'ira pas en s'améliorant, c'est que nous traçons nos propres chemins culturels. On peut supposer qu'un tel changement est engendré, entre autres, par les nouvelles technologies qui permettent à chacun de tracer son propre chemin culturel. On peut aussi remarquer que les nouvelles technologies dans la maison mère, c'est ce qui, justement, crée le chaos, la panne planétaire que les personnages doivent affronter. Devant ce chaos, le récit présente un retour nécessaire à l'entre-nous, à la famille. Il manifeste un fantasme d'autoconservation dont il reste à mesurer le poids et les formes dans la littérature québécoise contemporaine. Merci.
Merci beaucoup, vous, Daniel, pour cette très belle communication. Avant de passer aux questions, on va maintenant entendre Céline Philippe, qui est une candidate au doctorat en études littéraires à l'UQAM. Elle déposera sous peu une thèse de doctorat interrogeant l'évolution du rapport à la question nationale du Québec dans un corpus d'œuvres romanesques et dramatiques québécoises du début du 20e siècle à aujourd'hui. Parmi ses publications les plus importantes, en plus d'articles parus dans des revues et des collectifs, on compte un dossier qu'elle a co-dirigé avec Anne-Hélène Clich, portant sur les destins de l'héritage catholique dans la littérature québécoise depuis les années 60 et publié dans la revue Voix et Images. Depuis les dernières années, elle a aussi enseigné quelques cours d'introduction à la littérature québécoise au département d'études littéraires à l'UQAM et aujourd'hui, elle nous présente une communication qui s'intitule « Au-delà de la métaphore familiale, les rapports entre famille et questions nationales dans la littérature québécoise ». Donc, bonjour. Merci Laurence, merci à Louis-Daniel et Elisabeth Nardou-Lafarge de m'avoir invité à participer à cet événement. Vous pourrez constater que j'apporte un autre regard, disons, sur les propos qui ont été discutés jusqu'à présent aujourd'hui. Donc, voilà, je me lance. À titre d'indication, j'ai rajouté un nom, un mot, en fait, dans mon titre. C'est maintenant les rapports entre famille, catholicisme et questions nationales, tandis que j'avais annoncé que je parlerais seulement de famille et questions nationales. Donc, voilà. En 1899, Lionel Groulx confiait dans son journal que la famille, comme la paroisse, c'est une petite patrie dans la grande. Et quand on part, on n'emporte pas plus celle-ci que celle-là à la semelle de ses souliers. Ces propos du chanoine, rappelant le lien inextricable entre la famille, la paroisse ou l'Église catholique et la patrie ou la nation, condensent des notions que Fernand Dumont a théorisées près d'un siècle plus tard dans Genèse de la société québécoise. Dans son opus, le sociologue a cherché à éclairer les tensions traversant la société québécoise des années 90, en postulant que les forces à l'œuvre dans la formation de la référence au 19e siècle façonnaient toujours le Québec contemporain, ne serait-ce qu'en sourdine. Dans cet ouvrage, Dumont interroge ainsi comment la référence nationale s'est constituée au cours de ce qu'il désigne comme la genèse de la société québécoise ou canadienne-française, notamment grâce à des réseaux primaires de sociabilité, c'est comme ça qu'il les nomme, a fortiori la famille, autour de laquelle, je cite, « s'est maintenu l'attachement au milieu, se sont déployés le village et la paroisse ». Ce serait grâce à ces réseaux que, je cite encore, la nationalité s'est perpétuée dans la masse du peuple. De plus, Dumont voyait dans l'Église, je cite une dernière fois, le facteur principal de la survie de cette société après la conquête. Famille et catholicisme. Ce sont ces deux institutions qui sont désignées dans plusieurs travaux en sciences sociales comme ayant été deux piliers de la nation canadienne-française, des vecteurs de transmission et de préservation de sa langue et de sa culture. Revenons à la deuxième moitié de l'énoncé de Groulx. Quand on part, on n'emporte pas plus celle-ci que celle-là à la semelle de ses souliers. On y trouve un rappel des traces laissées par ce nouage entre la famille, la paroisse et la patrie sur les sujets singuliers porteurs de cet héritage. Là encore, il s'agit d'un lien, celui-là entre le singulier et le collectif, théorisé dans de nombreuses disciplines, sociologie, sciences politiques ou psychanalyse, et évoqué dans des travaux portant sur la question nationale du Québec. Par exemple, le sociologue Joseph Yvon Thériault postule que la question du Québec se repère notamment dans, je cite, « la question de l'articulation toujours malaisée entre les exigences collectives et celles de la liberté individuelle. Une tension constituant, selon lui, une trace du Canada français, présente depuis les débats entre nationalisme et libéralisme au 19e siècle. » On conviendra que le Québec d'aujourd'hui n'est pas le Canada français de Lionel Groulx. Mais ce nouage décrit par Groulx est présent dans tout ce qu'on connaît de l'expérience du Canada français ou du projet national par lequel cette société s'est perpétuée. C'est donc par ce nouage que plusieurs travaux étudient le passé canadien-français aujourd'hui, et c'est à l'aune du rapport à cette mémoire que de nombreux sociologues et historiens interrogent la question nationale depuis quelques décennies. Joseph Yvon Thériault affirme qu'au Québec, je cite, « la nation ne peut s'affirmer qu'en dialogue avec sa tradition. La tradition de la nation québécoise, c'est le Canada français. » Fin de la citation. Et selon lui, je cite, « le projet québécois est la continuité renouvelée, problématisée. C'est la trace du Canada français. Il ne peut se penser en termes de rupture sans se nier comme projet national. »
C'est donc à partir des repères laissés par le Canada français, des fondements par lesquels ce peuple minoritaire d'Amérique du Nord a souhaité faire société et se préserver dans le temps, que la question nationale est étudiée par plusieurs historiens et sociologues, ce qui ne saurait se confondre en passant avec un désir de faire ressusciter ce passé. L'association entre famille, catholicisme et nation est évidemment présente dans de nombreuses œuvres littéraires écrites à l'époque du Canada français, tout particulièrement dans les romans du terroir, dans lesquels on trouve un dilemme reposant sur les héritiers, entourant un désir d'exil et une culpabilité liée au devoir de rester sur la terre familiale, un bien symbolique par lequel la nation canadienne-française a pu se répandre et se maintenir sur le territoire. C'est aussi du côté de la famille que des études, contestées de différentes manières, ont repéré des figures ou métaphores de la nation, avec un grand N, dans la littérature québécoise. Tandis que la question nationale est toujours d'actualité dans d'autres disciplines et sur la scène politique au Québec, cet objet de recherche semble constituer un angle mort dans les études littéraires. Plusieurs travaux décrétant la question complètement désuète en raison des résultats du référendum de 1980, des transformations engendrées par la mondialisation et la postmodernité ou d'un tournant vers l'intime. Mais ce faisant, on ne tient pas nécessairement compte de la complexité des débats à ce sujet dans d'autres disciplines, non seulement au sujet de la question nationale du Québec, mais aussi de la nation en général. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nation est une notion très complexe pour laquelle il n'existe aucune définition arrêtée. Le politologue Gilles Delannoy rappelait récemment dans un ouvrage qu'une définition positive, purement matérielle et objective est impossible. Je le citais. Comme le rappelle Fernand Dumont, je cite, « Il est impossible de dresser une liste d'éléments présents dans toutes les nations et qui, appliqués à chacune, nous fournirait le portrait désiré. » Bien qu'on puisse parfois la confondre avec une forme d'essentialisme ou d'ethnicisme, Dumont rappelle que, je cite, « Si nation fait appel à une origine commune, cela n'a rien d'une fatalité. Au long de l'histoire, toutes les nations ont assimilé des gens de provenance variée. Un individu est libre de récuser son origine nationale et de se rattacher à une autre communauté dont il reprend à son compte la filiation. Les caractéristiques de la nation diffèrent et se transforment ainsi d'une société et d'une époque à l'autre. La nation se construit à partir de discours, de récits, d'une transmission de paroles. C'est une forme de filiation, une notion que Jacques Cardinal décrit ainsi. La filiation évoque d'abord ce que chacun reçoit malgré lui en héritage. Famille, langue, désir, fortune, point d'ancrage de son identité narrative. À cette filiation d'ordre généalogique s'ajoute celle que le sujet se donne, par identification, amitié, amour ou reconnaissance, et qui le lie à l'autre, plusieurs autres dont il partage des affinités. La filiation s'avère à cet égard un processus par lequel un sujet reçoit et transmet une parole, s'insérant ici dans la trame d'un récit qui le précède et le détermine, dont il cherche bien souvent à prendre la mesure pour s'en défaire, l'incliner ou l'accomplir selon son désir, selon le poids d'un héritage qui l'entrave ou l'ancre dans une authentique parole de liberté. Puisque la filiation, à la fois familiale et nationale, relève de l'ordre du discours, de la transmission de parole, par rapport auquel chaque sujet est appelé à se situer, c'est donc de ce côté qu'on pourrait chercher un rapport à la question nationale et non au nationalisme dans des œuvres littéraires québécoises, en tenant compte des travaux montrant comment la question nationale contemporaine s'inscrit dans une forme de prolongement du projet national canadien-français ou de la référence nationale constituée au 19e siècle. On peut penser que c'est à partir du nouage déterminant dans sa transmission, entre famille et catholicisme, qu'on pourrait analyser certaines manifestations de rapport à la question nationale dans la poétique d'œuvres. D'autant plus que plusieurs analyses, notamment d'Anne-Hélène Clich, Jacques Cardinal ou Stéphane Henkel, ont montré que l'héritage catholique a pris de nombreuses formes dans des œuvres littéraires québécoises au cours des dernières décennies. L'association entre filiation familiale et catholicisme s'inscrit au cœur de plusieurs œuvres romanesques et dramatiques qui ont pour cadre le Québec de l'époque du Canada français ou des années 60, comme La Mélanchier de Jacques Ferron, paru en 1970. Je montrerai comment un rapport à la question nationale s'y signifie par ce nouage, repérable dans le cadrage temporel, le processus de transmission de parole qu'il représente et dans les registres énonciatifs. Donc, La Mélanchier, confession d'une héritière exilée. Cette œuvre constitue le récit d'une narratrice, d'une mère de Portenqueux, qui, du lieu de ses 20 ans, raconte des souvenirs d'enfance, en témoignant du conte et du domaine enchanté derrière la maison familiale que son père, Léon de Portenqueux, avait créé pour elle, offrant ainsi des repères à sa fille et divisant le monde en deux, afin de la préserver du mauvais côté des choses. Dès le départ, la narratrice ancre son projet d'écriture dans un objectif dépassant le simple plaisir de raconter l'enfance, en indiquant qu'elle écrit aussi
pour son orientation, puisqu'elle est déjà en dérive. Ce récit peut aussi se lire comme une confession, avec toute la charge de culpabilité que contient ce registre énonciatif. Celle d'une héritière qui, après la mort de ses parents, tente de retrouver par le recours à la mémoire les repères qui lui ont été légués par son père. Le regret et la contrition s'inscrivent explicitement dans plusieurs passages du roman, notamment dans cette adresse au défunt père évoquant la faute à confesser. Je cite. « Mes années d'insouciance ont coulé comme l'eau. L'arrière-goût m'en est venu plus tard. Il n'y avait plus de bon ou de mauvais côté aux choses. Le monde s'est retrouvé réuni, limpide et sans saveur. À l'indifférence succédera l'habitude de l'indifférence. Je serai longue à me reprendre, à redevenir ta tinamère, Léon de Portenqueux. La dernière fois que je t'ai vu, c'était au mois de mai. Tu guidais Jean-Louis Maurice par la main, l'emmenant voir, lui, pauvre aveugle, les 3 ou 4 amélanchiers qui restaient dans notre bois dévasté. Je n'ai pas été jalouse. Toi, tu annonçais à ton innocent, au bien-nommé Coco, qu'il entendrait chanter le Saint-Esprit, la 3e personne de Dieu. Où est passé donc, le Loriot? Je ne vous avais pas accompagné. La faute commise par l'héritière, c'est de s'être éloignée de l'héritage que son père lui avait transmis. Un héritage légué par des récits de plusieurs formes, entourant à la fois l'histoire familiale, régionale, paroissiale et nationale. Cet héritage, à la croisée de la filiation familiale et nationale, elle le nomme d'ailleurs, à la fin de ses mémoires, tout en indiquant qu'il y a un lien entre celui-ci et la Mélanchie. Tout à moi, j'ai parfois l'impression de me fondre dans un pays intime qui a déjà existé en dehors de moi, dont je serais dorénavant seul dépositaire, et de n'être plus rien sous la girandole des amélanchiens en fleurs, dans le sifflement du vol de la bécasse qui, soudain, s'était lancé d'un fourré d'arrière-cour ou d'un amas de briques rouges et qui tournoie maintenant dans la lumière de Masquinongé, au-dessus du quartier Hochelaga, mariant les pays de Léon et d'Etna de Portenqueux. Si dans la scène citée précédemment, Léon a pu emmener Jean-Louis Maurice, un jeune orphelin aveugle, voir les amélanchiers, cela permet de signifier que ce qu'il y avait à recevoir dans le boisé derrière la maison familiale relevait nécessairement d'autres sens que la vue. C'est en tenant compte de repères temporels et des autres allusions à Jean-Louis Maurice qu'on peut mieux prendre la mesure de ce qui se donne à entendre dans ce passage. Plusieurs indices entourant l'histoire de Longueuil, où la maison familiale était située, au Ville-Jacques-Cartier, et celle du Québec ou de l'Église, montrent que les souvenirs d'enfance de Tinamère sont ancrés dans le Québec des années 60. On en trouve un exemple dans une description d'événements survenus dès la semaine suivant la rentrée à l'école de la narratrice. J'ai appris de plus en classe que notre bon cardinal avait abandonné son grand palais sur la montagne pour aller en Afrique, par esprit de sainteté, et qu'il ne recherchait les lépreux dans la brousse jusqu'au cou que pour soigner leur corps et guérir leur âme. Puisque le cardinal Léger a quitté le Québec pour l'Afrique le 11 décembre 1967 et que son départ a été annoncé le 9 novembre, c'est donc au cours de l'automne de cette année-là qu'ont eu lieu ces événements, marquant les premiers pas de Tinamère du mauvais côté des choses. Les transformations survenues au Québec durant les années 60 ont fait l'objet de plusieurs recherches. Mais il resterait beaucoup à faire pour analyser comment certains grands bouleversements ayant accompagné le passage de l'identité canadienne-française à québécoise auraient pu trouver des échos dans des œuvres littéraires. C'est non seulement un nom, mais aussi tout un rapport au temps, à l'espace et aux Canadiens français hors Québec, qui s'est trouvé à jamais transformé par l'éclatement du projet national du Canada français, dont plusieurs situent le symbole dans les États généraux du Canada français de 1967. On oublie aussi souvent que le rapport au catholicisme s'est trouvé profondément modifié, ici et partout à travers le monde, par le Concile Vatican II, qui s'est conclu en 1965. En filigrane de la Mélanchier s'inscrit une trace de ces mutations, ainsi qu'une volonté de préserver une part de l'héritage canadien-français catholique par-delà tous les changements en cours. On en trouve un exemple particulièrement éclairant dans le rôle joué par Léon auprès de Coco, Jean-Louis Maurice, le jeune aveugle évoqué précédemment, qu'il a côtoyé dans le cadre de son emploi. Ce n'est qu'au 11e chapitre que Tinamère dévoile l'emploi occupé par son père. Je n'ai pas raconté non plus qu'il avait relancé, tout mécréant qu'il était, le ciel et l'enfer sur terre, à l'endroit où ils étaient redevenus nécessaires, du moins à son avis, au Mont-Tabor, où il occupait un emploi douteux de geôlier. Un emploi qui lui faisait honte et qui aurait été bien plus honteux occupé par un autre. Un emploi qui lui tenait à la peau, au cœur, qui le désespérait, dont il ne pouvait plus se passer. Il les avait relancés par pitié, par amour. Que Dieu soit dans le grenier et Satan dans le caveau. Et Dieu avait été, et Satan avait été pressé comme tout de revenir. Bon, leur avait dit Léon de Portenqueux, Esquire, mais restez bien tranquille maintenant. Vous ferez de la figuration, on a besoin de vos locaux, c'est tout. Il en avait même forgé les clés.
En langage féronien, cela signifie que Léon travaillait à l'hôpital Mont-Providence, devenu l'hôpital Rivière-des-Prairies, auprès d'enfants aujourd'hui surnommés les orphelins du Plessis, les enfants aliénés dont faisait partie Jean-Louis Maurice. Comme nous l'apprennent certains travaux à ce sujet, le Mont-Providence était un institut médico-psychologique voué à l'enseignement aux déficients intellectuels, fondé par les Sœurs de la Providence, qui a été transformé en hôpital psychiatrique en 1954 pour des considérations financières. Soudainement, les orphelins qui y résidaient se sont transformés sur papier en malades mentaux. Dans le chapitre où l'emploi de Léon est révélé, on décrit les conditions dans lesquelles les enfants étaient enfermés dans ce lieu secret où Jacques Ferron était médecin entre 1966 et 1967, lieu où tous les jours se ressemblaient et où la parole transmise aux enfants avait cédé la place à la télévision et aux médicaments. C'est aussi par la description du dossier médical de Coco qu'on trouve un aperçu de l'ampleur de la négligence dont l'enfant fut l'objet, mais aussi de la nature des paroles que Léon lui a adressées. En effet, Jean-Louis Maurice a été diagnostiqué par des spécialistes comme étant atteint de débilité mentale, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 15 ans et demi et qu'un médecin constate qu'il était plutôt complètement aveugle. Mais le retard pris dans ses apprentissages le condamnait tout de même à demeurer en institution. C'est dans ce contexte que Léon a choisi d'offrir à Coco les clés de la connaissance, entourant un héritage en péril, comme en témoigne ce dialogue dans lequel Tinamère fait parler son père tout en laissant entendre un jugement que certains auraient pu poser au sujet de la pertinence de cette transmission au cours des années 60. « Bah, disait Léon de Portancule, je vais t'enseigner le ciel et l'enfer. » Et il les lui enseigne. Cela ne fait pas très sérieux. Le sait-il? En tout cas, il se toque, poussant en bout le bon et le mauvais côté des choses, les magnifiant. Pas sérieux, réplique-t-il avec indignation. Pardon, le ciel et l'enfer font partie d'un vieil héritage. Ils ont gardé intacte l'idée de justice aussi longtemps qu'elle n'a pas été réalisable sur terre. Ils étaient le principe même de la contestation. Léon est ainsi dévoilé dans sa fonction de passeur des fondements d'un vieil héritage à un jeune orphelin aveugle à qui personne n'avait jamais parlé, insufflant des connaissances au sujet d'un fond culturel et religieux commun, dans un endroit où la transmission, autrefois assurée par une communauté religieuse, avait laissé la place à une médecine désincarnée et déshumanisée. Et puisque Tinamère souligne que par cet enseignement, Léon a poussé à bout le bon et le mauvais côté des choses, les magnifiant, elle indique ainsi une association évidente entre ce que son père leur a transmis à l'orphelin et à elle. Ce processus de transmission revêt une importance décuplée en tenant compte de propos tenus par Léon lorsqu'il fait allusion pour la première fois, sans le nommer, au Mont-Tabor. Lorsqu'il raconte à Tinamère l'incendie de l'église de sa ville natale, le premier moment dont il a pu se souvenir sans le recours à la mémoire extérieure que lui offrait sa mère Élébonne, qui lui racontait ce qu'il avait oublié, il confie à Tinamère que c'est le fait de côtoyer des enfants aliénés qui lui a fait prendre conscience, après coup, de l'importance de la mémoire de sa mère ayant doublé la sienne. Après ces confidences, s'ensuit ce dialogue. Tu n'as raison que sur un point, le manque de mémoire des enfants. On oublie de jour en jour ce qu'on est. Tu ne m'apprends rien, même si je ne te comprends qu'à moitié. Les enfants aliénés, qu'est-ce au juste? Tinamère, ce sont tout simplement des enfants comme les autres, qui ont oublié ce qu'ils étaient, mais qui, à la différence des autres, ne seront plus jamais ce qu'ils ont été déjà. Qu'ils deviennent des autres qu'eux-mêmes? C'est impossible. Toute leur force, tout leur courage, toute leur âme s'épuise à se retrouver. C'est donc par les allusions aux orphelins dans le roman et au rôle joué par Léon auprès de l'un de ceux-ci qu'on mesure l'importance des repères transmis par le père à sa fille et de l'héritage dont elle s'est éloignée au fil du temps. En relançant le ciel et l'enfer au Mont-Tabor par nécessité, Léon a offert une mémoire extérieure à Coco et a aidé l'orphelin à retrouver une part de lui-même en lui donnant accès à la filiation nationale dans laquelle il était inscrit, bien que sa filiation familiale demeurait de l'ordre de l'inconnu. D'ailleurs, une association entre le catholicisme et la filiation familiale se signifie au sein même du surnom donné au Mont-Providence, puisque c'est sur le Mont-Tabor que Dieu a annoncé que Jésus était son Fils bien-aimé, dans le récit de la transfiguration des Évangiles. Ainsi, c'est la filiation nationale, issue du Canada français, portée par la famille et l'Église, qui a été délaissée par Tinamère et qu'elle tente de retrouver par sa confession, par le recours aux repères que son père lui a transmis, à une époque où ceux-ci étaient en péril. Mais si l'association entre famille et catholicisme se repère dans ce qui est transmis dans le roman, on constate que c'est aussi par le recours à des registres énonciatifs, à la croisée de ceux-ci, que le récit prend forme. Ne serait-ce que dans le processus de mise en abîme par lequel Tinamère retransmet par l'écriture des récits racontés par son père, et ensuite par la confession, un registre discursif du catholicisme.
Ce croisement s'inscrit aussi dans d'autres aspects de l'Énonciation. Dans la Bible familiale, lue par Léon à sa fille, racontant l'histoire de la famille des de Portenqueux ou Ferron, en convoquant les récits de la Genèse et du Déluge, ou encore dans le récit du prêtre du Bas-Canada, Hubert Robson, qui hante le bois de Tinamère depuis le 19e siècle, à la recherche d'une jeune orpheline dont il avait promis de se faire le protecteur. La Mélanchie est donc profondément imprégnée d'un rapport à la mémoire du Canada français et des traces de celui-ci façonnent la poétique de l'œuvre. Et ce, même dans les noms donnés à des lieux ou des personnages, à commencer par Léon, dont Tinamère mentionne qu'il méritait bien son nom de pape. Ainsi, ce roman témoigne bien du fait que les mutations dans le rapport à la filiation familiale et au catholicisme, survenues au cours des années 60, ont trouvé des échos dans des œuvres littéraires dès le lendemain de cette décennie. Pour conclure, en 1969, dans un article intitulé « Le père et l'héritage », Fernand Dumont relevait que l'originalité du rôle paternel se ramène à la responsabilité d'un héritage. Or, c'est précisément sous sa figure d'héritage que la culture contemporaine est la plus compromise. Aujourd'hui comme hier, la culture est un ensemble de modèles, d'idéaux, d'idées et de valeurs qui n'ont vraiment de densité qu'en autant que l'on ne les invente pas soi-même. Une culture suppose donc fatalement une transmission. Aujourd'hui comme hier, la transmission du stock accumulé de la culture se trouve assurée. Mais les moyens mis en œuvre ne laissent guère entrevoir en quoi ce stock est un héritage. Il me semble que 50 ans plus tard, ce diagnostic ne peut que résonner de manière amplifiée, à une époque où, au-delà de ces manifestations folkloriques évidentes, les traces de l'héritage canadien-français et de son projet national faisant retour dans le Québec contemporain deviennent plus difficiles à repérer. Mais il me semble d'autant plus urgent de renouer avec la capacité de repérer les fils de cette transmission qu'une grande part des œuvres écrites au Québec depuis les années 60 nous invitent à mener cette recherche. L'association entre la famille et le catholicisme, on la trouve dans de nombreuses œuvres de la dramaturgie des années 80, ancrées dans le Québec des années 60 ou habitées par des souvenirs de cette époque, dans lesquelles sont révélées des fautes commises au sein de la filiation familiale au cours de cette décennie. On en trouve des exemples dans la confession d'une tentative d'infanticide d'une mère envers son fils, dans celle-là de Daniel Dany, dans l'abandon d'enfants commis par des mères dans Albertine en 5 ans de Michel Tremblay ou dans Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard, ou encore dans la confession de Gaston Talbot dans The Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay, entourant son éloignement de la culture canadienne-française associée à sa mère et le meurtre de Pierre Gagnon-Connolly. Si ces crimes ou fautes confessés par des mères ou des fils ne sauraient être un reflet direct de la condition nationale du Québec, on ne devrait pas plus voir dans la récurrence de ces topoi une coïncidence anodine. Il me semble que c'est une dimension importante de la littérature québécoise des dernières décennies qui demeurera dans l'ombre, tant et aussi longtemps que persistera un certain tabou entourant la question nationale et qu'on refusera de la traiter comme un objet de recherche légitime, au même titre que d'autres enjeux importants au sein de la société. Merci.